Et si vous en saviez assez pour gagner en bourse? Cet ouvrage, écrit par le célèbre investisseur Peter Lynch en 1989, est l'un des premiers livres que vous devriez lire si vous souhaitez devenir un bon investisseur en bourse à long terme. Loin des effets de mode ou des promesses de gains rapides, Lynch propose une méthode simple, lucide et redoutablement efficace. Avant de plonger dans les enseignements du livre, sachez que Peter Lynch a été à la tête du fonds Magellan chez Fidelity Investment où il a réalisé une performance annuelle moyenne de 29,2% par an pendant 13 ans. Là où de son côté, le S&P 500 n'a progressé que de 11,4% par an sur la même période. Et ce succès n'était pas dû à une formule secrète, mais à une combinaison de bon sens, d'observation et de rigueur analytique. Dans ce livre, Peter Lynch partage sa philosophie d'investissement et les principes qui ont guidé ce succès. Mais il met surtout l'accent sur le potentiel des investisseurs individuels, à savoir vous et moi, à surpasser les professionnels de la finance. Et ce, simplement en exploitant leurs observations quotidiennes, leur bon sens et leur curiosité. À travers cet épisode, je vous propose donc d'explorer ensemble les grands enseignements de Peter Lynch organisés autour de 5 axes clés. Comment se préparer à investir, comprendre les 6 grandes catégories d'actions, savoir identifier l'action parfaite, lire et interpréter les vrais chiffres qui comptent, et enfin, construire et gérer son portefeuille. Mais avant de commencer, petit disclaimer. Les entreprises que je vais mentionner dans cette vidéo ne constituent en aucun cas des recommandations d'achat ou de vente. Il s'agit simplement d'exemples modernes choisis pour illustrer les principes et la philosophie de Peter Lynch. Première partie, comment se préparer à investir. Un des premiers messages clés de Peter Lynch est que vous avez un avantage considérable sur Wall Street si et seulement si vous ouvrez les yeux. Contrairement aux professionnels, nous n'avons ni contraintes réglementaires, ni pression hiérarchique. Nous sommes libres de nos choix, libres de notre temps, et surtout libres d'investir dans des entreprises encore méconnues des analystes. En tant que consommateurs, nous sommes bien plus proches de la réalité économique du terrain que les analystes, en étant directement au contact des tendances du quotidien. Et parfois, les meilleures opportunités d'investissement se trouvent juste sous nos yeux. Si vous adorez prendre votre Volvo pour accompagner vos enfants au McDonald's le mercredi après-midi, et que vous payez systématiquement le Happy Meal avec votre Mastercard accessible depuis votre Apple Pay, c'est peut-être pour une bonne raison. Toutes ces entreprises s'ancrent dans votre quotidien et dans celui de millions d'autres, et c'est justement ce que Lynch vous invite à observer. Peter Lynch illustre ce principe avec une anecdote que j'aime beaucoup, une entreprise qu'il a dénichée grâce à sa femme, Caroline. Il remarqua un changement dans ses habitudes de consommation. Celle-ci commença à acheter régulièrement des collants de la marque L'Eggs vendus dans des œufs en plastique transparent dans les supermarchés. Il fut intrigué car à l'époque, les collants pour femmes étaient exclusivement vendus dans les grands magasins ou les boutiques spécialisées. Mais L'Eggs, détenu par Heinz Brands à l'époque, bouleversa les codes de consommation. Le produit était vendu en libre-service, l'emballage en forme d'œuf était innovant, le prix était compétitif et la qualité était jugée équivalente sinon supérieure aux grandes marques. Mais surtout, toutes les femmes autour de lui disaient la même chose. « Je n'achète plus que mes collants chez L'Eggs ». Son analyse, une innovation simple mais puissante, et tout ça bien avant que cela ne saute aux yeux des analystes traditionnels de Wall Street. Peter Lynch décida donc de rentrer au capital de Heinz via son fonds Magellan, et obtiendra une performance, accrochez-vous, de plus de 500% en seulement 3 ans, avant que Heinz ne soit racheté par Sara Lee Corporation. Vous l'avez compris, l'idée est d'observer ce qui vous entoure dans votre quotidien. Et ce principe s'applique aussi à votre environnement professionnel. Si vous travaillez dans un secteur spécifique, vous avez probablement une connaissance bien plus fine de votre industrie que la plupart des analystes boursiers. À titre personnel, j'ai déniché une entreprise découverte dans le cadre de l'exercice de mes fonctions. Travaillant dans le secteur du BTP et de l'immobilier, j'ai pu remarquer que certains produits étaient systématiquement déployés sur tous les bâtiments neufs en France. Parmi eux, les serrures de chez Vachette, détenues par la célèbre maison suédoise Assa Abloy. Et vous savez quoi? Cette entreprise suédoise a délivré 11,9% par an en moyenne depuis 2006 contre 10,6% pour le S&P 500. Pas si mal pour une entreprise qui vend des serrures et que j'ai simplement croisé sur mon lieu de travail. En résumé, vous n'avez pas besoin de modèles économiques complexes ou d'études macroéconomiques poussées pour trouver une bonne action. Parfois, votre bon sens, votre expérience et vos observations quotidiennes suffisent à détecter une pépite, bien avant qu'elle ne soit sous les radars de Wall Street. Attention toutefois, ce n'est pas parce que votre conjoint ou votre conjointe achète tous ses jeans chez Zara que l'action Inditex est forcément un bon investissement pour votre patrimoine. Repérer une tendance, c'est un bon début, mais ce n'est que la première étape. L'observation quotidienne vous met en piste, mais le véritable travail commence ensuite. Il faut analyser les fondamentaux de l'entreprise. Et avant toute chose, il est essentiel de comprendre dans quelle catégorie d'actions se classe votre découverte. Peter Lynch distingue 6 grandes catégories d'actions, chacune avec ses caractéristiques
ses risques et son propre potentiel. Nous avons les valeurs à croissance lente, les valeurs sûres, les valeurs à croissance rapide, les valeurs cycliques, les valeurs en voie de redressement et enfin les valeurs à jeu d'actifs. Les valeurs à croissance lente sont en général des sociétés d'un âge mature. Ce sont en fait souvent d'anciens champions de croissance qui ont atteint un stade de maturité et de stabilité avancé. Elles versent souvent des dividendes réguliers et généreux et leur croissance des bénéfices est faible, environ 2 à 5% par an. Elles opèrent dans des secteurs peu dynamiques mais stables. Ce que dit Lynch à leur sujet, le graphique d'une telle valeur ressemble à une carte topographique du Delaware qui, vous devez le savoir, n'a pas de colline. Lynch indique en effet que ce sont des sociétés dont le cours ne risque pas de grimper très vite. Si l'entreprise s'enrichit grâce à la progression des bénéfices, pourquoi perdre son temps avec une limace? L'objectif pour l'investisseur est d'obtenir un rendement régulier et d'investir dans une optique de protection de son capital. Aujourd'hui, nous pourrions penser à Nestlé ou encore Procter & Gamble qui évoluent dans des secteurs essentiels, peu cycliques et versent des dividendes fiables depuis des décennies. Vient ensuite les valeurs piliers. Ce sont généralement de grandes entreprises bien établies, solides sur le plan financier et avec des revenus prévisibles et une croissance modérée mais régulière, autour de 10 à 12% par an. Elles ne vont pas tripler de valeur du jour au lendemain, mais elles tiennent bon, même quand le marché tangue. Et encore mieux, elles peuvent parfois réserver de très bonnes surprises. C'est personnellement la catégorie d'actions que je préfère. Peter Lynch aimait aussi en avoir en portefeuille, car elles offrent une bonne protection pendant les périodes de récession et les périodes difficiles. Elles ont souvent un avantage compétitif fort, souvent des marques connues mondialement. L'objectif pour l'investisseur ici est de bénéficier d'une croissance progressive avec un risque limité. Et de nos jours, nous pouvons penser à Visa ou Mastercard qui dominent leur secteur, affichent une belle rentabilité et continuent de croître année après année. Nous avons ensuite les valeurs à forte croissance. Et nous voilà arrivés dans la catégorie préférée de Peter Lynch. Celles qui peuvent littéralement transformer un portefeuille. Ces entreprises sont généralement plus petites, plus jeunes, plus dynamiques, et elles affichent une croissance des bénéfices de 20 à 25% par an. C'est en fait le royaume des baggeurs, ces actions capables de multiplier leur valeur par 10, 20 ou voire plus, à condition d'être détectées assez tôt. Alors fait très intéressant, une entreprise à forte croissance n'a pas besoin d'évoluer dans un secteur en croissance. Ce qui compte, c'est la croissance réelle de la société, durable et rentable de son modèle. Et dans cette catégorie, l'un des meilleurs investissements de Peter Lynch était la chaîne de restauration rapide Taco Bell. Lorsque la chaîne était encore relativement petite, elle montrait déjà des signes clairs de croissance que Lynch avait su identifier. Elle n'était pas encore nationalement dominante, certes, mais le concept de fast-food Tex-Mex était innovant à l'époque. Et elle ouvrait de nombreux restaurants à bas coût, avec une très bonne rentabilité par unité. Et donc en moins de 5 ans, son cours a été multiplié par 10 quand Lynch était au capital, et avant que Pepsi ne la rachète en 1986. L'objectif ici est d'identifier une étoile montante avant tout le monde, l'acheter à un prix raisonnable et laisser le temps faire son œuvre. Une seule valeur bien choisie dans cette catégorie peut littéralement changer votre vie financière. Ensuite, nous avons les valeurs cycliques. Ce sont des entreprises fortement dépendantes des cycles économiques. En période de croissance, elles prospèrent, mais en cas de ralentissement ou de récession, elles prennent un coup. Leurs ventes et leurs bénéfices fluctuent de manière irrégulière, souvent sans lien direct avec la qualité de leur gestion. Peter Lynch les classe parmi les plus délicates à manier. Et pourquoi? Parce qu'elles peuvent donner l'illusion d'être une valeur à forte croissance, alors qu'en réalité, elles ne font que suivre la vague conjoncturelle du moment. Les vendeurs de véhicules, les valeurs pétrolières ou encore les compagnies aériennes sont dans cette catégorie d'action. C'est assez compréhensible car durant les économies vigoureuses, les consommateurs achètent plus de voitures, voyagent plus, donc prennent plus l'avion, et ces entreprises consomment davantage d'énergie. Mais quand l'économie ralentit, cette demande chute, et les bénéfices avec. L'objectif pour l'investisseur avisé est d'acheter en creux de cycle quand tout le monde fuit et de revendre au sommet quand l'euphorie revient. Facile à dire, beaucoup plus difficile à faire. Si vous n'êtes pas attentif au cycle, une valeur cyclique peut ressembler à une action à forte croissance, juste avant de plonger. Des exemples actuels seraient des entreprises comme Total Energy, Renault ou encore Airbus. Nous avons ensuite les valeurs en redressement. Alors contrairement aux croissances lentes, les valeurs en redressement ou en retournement n'ont souvent plus de croissance du tout. Ce sont des entreprises au bord du gouffre, parfois proches de la faillite, mais qui possèdent un potentiel réel de redressement. Peter Lynch aimait avoir ce type de pari risqué en portefeuille, mais potentiellement très rémunérateur. Il a d'ailleurs réalisé l'un de ses plus beaux 10 baggers avec la célèbre Chrysler, le troisième constructeur automobile américain derrière General Motors et Ford dans les années 80. Chrysler a commencé à sombrer dans les années 70 en raison d'une mauvaise gestion, d'une forte dépendance aux véhicules peu économiques en plein choc pétrolier et à l'arrivée de nouveaux concurrents comme Toyota. En 79, Chrysler est au bord de la faillite, jusqu'à l'intervention gouvernementale, où elle reçoit 1,5 milliard de garanties de prêts du gouvernement américain en 1980. Un nouveau PDG est nommé et une restructuration massive de la société s'opère. Résultat, Chrysler revient à la rentabilité et les actions qui étaient quasi détruites s'envolent.
Et comme aime le dire Lynch, le meilleur moment pour acheter, c'est lorsque tout le monde pense que l'entreprise va mourir, mais que la mort n'est pas certaine. L'objectif pour l'investisseur est de profiter d'un rebond massif si le retournement est réussi. Mais attention, ces investissements sont réservés aux investisseurs chevronnés, très bien informés, capables de lire entre les lignes et prêts à accepter une forte volatilité, voire une perte totale du capital. Un mot d'ordre ici, prudence et conviction. Et enfin, la dernière catégorie d'actions selon Peter Lynch sont les valeurs à actifs cachés. Ce sont en fait des entreprises qui détiennent des actifs sous-estimés ou ignorés par le marché, mais que l'investisseur attentif peut repérer, encore une fois, avant tout le monde. Avec la masse d'analystes et d'algorithmes qui scrutent les entreprises en permanence, cela peut paraître impossible. Mais selon Lynch, ces cas existent plus souvent qu'on ne le croit. Ces actifs cachés peuvent prendre des formes très variées. Cela peut être des terrains ou de l'immobilier non valorisés à leur juste prix, des brevets ou des technologies non exploitées, une trésorerie excédentaire, des participations dans d'autres entreprises, ou encore des ressources naturelles comme des forêts ou des terres agricoles. L'objectif pour l'investisseur est de miser sur le fait que le marché finira par reconnaître la véritable valeur de ces actifs, entraînant ainsi une revalorisation rapide du titre. Mais pour cela, il faut savoir analyser un bilan, estimer une valeur liquidative et être prêt à attendre. Donc, tout comme les valeurs cycliques, les valeurs à actifs cachés sont une catégorie d'actions dans laquelle il est plus difficile de réussir. Bon, vous avez maintenant compris les 6 grandes catégories d'actions, mais Peter Lynch insiste sur un point fondamental. Aucune entreprise ne reste figée éternellement dans une seule catégorie. Et c'est parfaitement normal. Comme les êtres humains, les entreprises naissent, grandissent, mûrissent et finissent par mourir. Simplement, leur cycle de vie peut s'étendre sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles pour les plus solides d'entre elles. Prenons l'exemple d'Apple. Dans les années 2000, c'était une entreprise en pleine restructuration, en quête d'un second souffle. Dans les années 2010, elle devient une valeur à croissance explosive portée par l'iPhone et l'écosystème Apple. Et aujourd'hui, elle s'impose comme une valeur pilier, avec une croissance plus modérée mais des flux de trésorerie colossaux. De même, certaines entreprises citées par Peter Lynch dans son ouvrage ont changé de catégorie depuis. Coca-Cola ou Procter Gamble, qu'il considérait à l'époque comme des valeurs piliers, sont désormais souvent classées parmi les valeurs à croissance lente. Et il y a fort à parier que les entreprises que j'ai évoquées dans cette vidéo changeront elles aussi de catégorie au fil des années. Car le monde évolue, les marchés changent et l'investissement est un art vivant, pas une science figée. Maintenant que vous avez identifié dans quelle catégorie d'action se situait votre découverte, l'analyse ne fait que commencer. Il est temps de vous poser une question essentielle. Est-ce que cette entreprise coche plusieurs des critères de l'action parfaite de Peter Lynch? Ces critères, tirés de son expérience et de ses succès, permettent de distinguer les vraies pépites des simples effets de mode. Premier critère, elle a un nom sans intérêt et son activité est ennuyeuse. Pour Peter Lynch, une activité ennuyeuse, c'est souvent une bénédiction pour l'investisseur. Et en plus de ça, si elle est cachée derrière un nom fade ou ridicule, c'est le jackpot. Pourquoi? Parce que ce type d'entreprise passe sous les radars de Wall Street, qui préfère les secteurs à la mode et les récits sexy. Une entreprise qui vend du béton, gère des déchets ou loue des boxes de stockage, ce n'est pas très vendeur, mais c'est souvent très rentable. Un exemple moderne, Public Storage, une entreprise de location de garde-meubles, un nom aussi excitant qu'un jour de pluie et une activité monotone. Et pourtant une performance exceptionnelle sur le long terme. Retenez cette phrase, l'ennui est parfois le meilleur allié de la performance. Deuxièmement, son activité est désagréable. Encore mieux qu'une activité ennuyeuse, une activité qui dérange. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ces entreprises n'attirent pas la hype et échappent aux modes. Gérer les ordures, nettoyer les égouts, abattre du bétail ou recycler des métaux, tout ça ne donne pas envie. Un exemple emblématique serait Waste Management, leader américain incontesté du traitement des déchets. Personne ne rêve d'y investir, et pourtant c'est une machine à cash opérant dans un secteur avec des fortes barrières à l'entrée. Retenez cette phrase, quand personne ne veut y toucher, il est souvent temps de s'y intéresser. Troisièmement, c'est une filiale émancipée. Alors les filiales émancipées sont une mine d'or potentielle pour les investisseurs patients et curieux. Peter Lynch adorait ces situations car le marché a tendance à mal évaluer les spin-offs. Elles sont souvent mal comprises, peu suivies et leur véritable potentiel reste sous-estimé. Mais une fois libérées du carcan du groupe parent, ces jeunes entreprises peuvent enfin déployer leur plein potentiel, se recentrer sur leur cœur d'activité et faire preuve d'agilité. La première entreprise qui me vient en tête est Visa, aujourd'hui géant mondial du paiement qui était à l'origine une filiale de Bank of America sous le nom de Bank Americard. Quatrièmement, les institutionnels n'en ont pas et les analystes ne la suivent pas. Pour Peter Lynch, le silence des analystes et l'absence de grands fonds sont parfois des meilleurs signaux d'achat. Si l'entreprise n'est suivie par personne, c'est peut-être qu'elle l'est encore dans l'ombre, mais pas pour longtemps. Moins de couverture égale moins de spéculation égale plus d'opportunités pour l'investisseur particulier. Un exemple moderne, il y a à peine 15 ans,
Hermès International n'attirait que très peu d'analystes et était largement en dehors des radars institutionnels. Et l'entreprise est encore majoritairement détenue par les familles fondatrices. Cinquièmement, les rumeurs abondent. Quand tout le monde pense que l'entreprise est condamnée à cause d'un scandale ou d'un risque flou, il est souvent temps de creuser. À l'époque, des rumeurs circulaient selon lesquelles Waste Management était infiltré par la mafia. Résultat, les investisseurs particuliers et institutionnels fuyaient à toutes jambes. Mais Lynch, lui, ne s'est pas arrêté au bruit de couloir. Il y voyait une entreprise solide, rentable, opérant dans un secteur incontournable, la gestion des déchets. Un métier sale mais ultra stratégique. Et en plus de ça, Lynch était convaincu que le meilleur secteur dans lequel investir est celui de la gestion des déchets. Sixièmement, elle a quelque chose de déprimant. Certaines entreprises ont une activité si morose, si peu attirante, qu'elles ne suscitent ni enthousiasme, ni envie, ni concurrence. Et c'est précisément ce qui en fait des terrains de chasse idéaux pour les investisseurs avisés. On pourrait ici penser à Geberit, célèbre entreprise suisse à l'origine des WC suspendus. Septièmement, elle agit dans une industrie sans croissance. Alors, instinctivement, la plupart des investisseurs se ruent vers les secteurs en pleine expansion. L'intelligence artificielle, les biotech, les véhicules électriques. C'est là que ça bouge, que ça brille et que les médias s'emballent. Mais Peter Lynch vous dirait la chose suivante. Là où il y a trop de promesses, il y a souvent trop de concurrence. Dans un secteur à forte croissance, tout le monde veut sa part du gâteau. Et cette surpopulation rend la victoire incertaine. A l'inverse, une industrie sans croissance attire peu de convoitises. Et c'est justement ce qui en fait une terre fertile pour les entreprises bien établies, sans pression extérieure. Un exemple plus moderne, Nvidia, aujourd'hui star incontestée de l'IA, pourrait très bien être concurrencée du jour au lendemain par exemple, un géant technologique chinois. Mais entre nous, qui a vraiment envie de lancer une nouvelle marque de cigarettes pour aller concurrencer Altria ou Philip Morris International? Personne. Résultat, peu de concurrence et des profits stables année après année. Retenez qu'une industrie morte pour Wall Street peut être un vivier de rentabilité pour vous. Huitièmement, il y a une niche. Peter Lynch aimait les entreprises leaders dans les petits marchés spécialisés. Parce que la domination dans une niche offre souvent des marges élevées, une concurrence bien limitée et un avantage concurrentiel très stable. Comme il l'a dit, je préfère une entreprise qui est numéro 1 dans un marché étroit plutôt qu'une entreprise lambda dans un marché gigantesque. Ces sociétés sont souvent méconnues du grand public car elles ne cherchent pas à tout faire. Elles font une seule chose, mais elles le font mieux que tout le monde. Un exemple serait Monster Beverage, qui règne depuis des années sur un marché très ciblé, mais très lucratif, celui des boissons énergisantes. Pas besoin de faire de l'eau, des sodas, des jus ou du lait, juste des energy drinks. Et ça leur suffit à battre tous les records. Neuvièmement, les gens doivent continuer à acheter. Alors Peter Lynch adorait les entreprises dont les produits sont achetés régulièrement, presque mécaniquement. Il préférait largement une société qui vend des rasoirs, des médicaments, des boissons gazeuses ou des cigarettes, plutôt qu'un fabricant de jouets. Pourquoi ? Parce que la demande est récurrente, stable et prévisible. Un enfant finira toujours par abandonner sa poupée. Mais un adulte, lui, continuera à prendre son Nescafé tous les matins, jour après jour, année après année. C'est ce que Lynch recherchait, des entreprises avec un flux constant des ventes, peu sujettes aux effets de mode ou aux achats ponctuels. Comme il le dit, mieux vaut un produit banal que les gens achètent tous les jours plutôt qu'un produit génial que les gens n'achètent qu'une seule fois. Dixièmement, elle utilise la technologie. Peter Lynch ne vous dirait pas forcément d'investir dans une entreprise qui fabrique la technologie du futur. Il vous dirait plutôt de regarder celles qui l'intègrent intelligemment dans leur activité quotidienne. Il y a une vraie différence entre une entreprise qui développe des puces ultra complexes pour l'intelligence artificielle et qui subit une forte concurrence, et une entreprise classique qui met l'intelligence artificielle au service de sa rentabilité. Un bon exemple serait aujourd'hui Walmart. Ce géant du retail n'a rien d'une entreprise technologique, mais elle utilise l'IA pour optimiser ses prix, gérer ses stocks, automatiser sa logistique et améliorer son efficacité opérationnelle, à très grande échelle. Donc ce n'est pas la technologie en soi qui crée de la valeur, c'est la façon dont elle est utilisée. Lynch aimait ces entreprises pragmatiques, pas nécessairement innovantes, mais capables de tirer le meilleur des innovations existantes pour gagner en productivité et en rentabilité. Onzièmement, les cadres et les dirigeants en achètent. Le meilleur signe avant-coureur du succès d'une action est de voir le personnel investir lui-même dans la société. Un cadre dirigeant peut vendre des actions pour 1000 raisons. Acheter une maison, payer des impôts, diversifier son portefeuille. Mais s'il achète, il n'y a qu'une seule explication logique. Il pense que l'action est sous-évaluée et que le cours va monter. Et quand plusieurs membres du management investissent massivement dans leur propre entreprise, c'est généralement qu'ils savent quelque chose que le marché n'a pas encore intégré. Et dans ce cas, mieux vaut les suivre de près.
Un exemple récent serait la compagnie d'assurance United Health Group. Après une forte chute du cours de plus de 50%, 5 membres du conseil d'administration ont racheté plusieurs dizaines de millions de dollars d'actions. Un signal fort, difficile à ignorer. Bon, encore une fois, je vous le rappelle, ce n'est pas une recommandation d'achat. Mais retenez quand même la phrase de Peter Lynch. Quand ceux qui connaissent l'entreprise mieux que quiconque achètent, ce n'est jamais anodin. Et enfin, 12e, la société rachète ses propres actions. Le rachat d'actions est l'un des moyens les plus efficaces qu'une entreprise puisse utiliser pour récompenser ses actionnaires. Comprenez pourquoi. Si une société rachète ses propres actions sur le marché, elle diminue le nombre d'actions en circulation. Il y a donc moins de parts disponibles sur le marché. Vous détenez donc une part plus importante de l'entreprise, ce qui fait mécaniquement augmenter la valeur de votre part à vous. En d'autres termes, vous possédez une part plus grosse du gâteau simplement parce que le gâteau a été découpé en moins de parts. Attention cependant, un rachat d'actions n'est cohérent que si l'entreprise est rentable et si l'action est sous-évaluée. Apple est un exemple d'entreprise qui a réalisé des rachats massifs de ses propres actions ces dernières années. Vous savez maintenant repérer une bonne entreprise grâce à l'un ou plusieurs de ces 12 critères. Mais réciproquement, assurez-vous aussi que vos investissements n'entrent pas dans l'une de ces catégories à éviter. Premièrement, tout le monde en parle. Alors s'il y a bien une action à éviter, c'est celle dont tout le monde parle. La favorite du secteur en vogue. Encensée dans les médias, à la radio, au café du coin, ou même en allant chercher votre baguette. Encore une fois, Nvidia aujourd'hui pourrait illustrer ce phénomène. Une entreprise brillante, certes, mais peut-être déjà surévaluée sous l'effet de l'emballement collectif. Quand tout le monde vous dit d'acheter, posez-vous la question, est-ce encore le bon moment ? Deuxièmement, attention à la prochaine quelque chose. Dès que quelqu'un vous dit « investis sur cette action, c'est le prochain Apple, c'est le prochain McDonald's », fuyez. Ces comparaisons flatteuses sont souvent basées sur du rêve plus que sur du concret. Un bon investissement se construit sur des fondamentaux solides, pas sur des slogans. Troisièmement, évitez les diversifications. La diversification, c'est lorsque des entreprises se lancent dans des acquisitions toutes azimuts les unes que les autres, sans lien clair avec leur activité mère. Elles s'éparpillent, complexifient leur modèle, pensent réduire le risque, mais créent en fait de la confusion. Alors, cela ne veut pas dire qu'il est toujours stupide de se lancer dans des acquisitions. Cela peut même devenir une excellente stratégie quand l'activité de base est mauvaise. Jamais nous n'aurions entendu parler de Warren Buffett et Charlie Munger et de son magnifique conglomérat Berkshire Hathaway si Buffett s'était limité initialement au textile. Mais faisons tout de même attention à ce point. Quatrièmement, elle tient des promesses. Vous avez entendu parler de cette nouvelle action ? Elle va révolutionner le monde et envoyer des gens sur Mars et rendre des investisseurs millionnaires. Si vous entendez ça à nouveau, fuyez. Cinquièmement, attention à l'intermédiaire. Soyez particulièrement prudent avec les intermédiaires technologiques. Vous savez, ces entreprises qui sur le papier semblent innovantes, mais qui n'ont pas la main sur leur avenir. Concrètement, ce sont des sociétés qui ne vendent pas directement au client final, dépendent d'un ou deux gros clients pour la majorité de leur chiffre d'affaires, et peuvent être remplacés du jour au lendemain si leurs clients décident de changer de fournisseur. Exemple typique moderne. Certaines entreprises de semi-conducteurs ultra spécialisées qui dépendent quasi entièrement d'un seul donneur d'ordre. Et quand ce client change de stratégie ou coupe les contrats, c'est tout le business model qui s'effondre. Une entreprise saine doit pouvoir garder une forme de contrôle sur son avenir. Sinon, ce n'est plus vraiment une bonne société. C'est un prestataire sous contrat à durée incertaine. Avec tout ça, vous avez déjà de solides cartes en main pour investir intelligemment. Mais il reste une dernière étape, et pas des moindres. Celle de rentrer dans les fameux chiffres, à savoir faire l'analyse quantitative de votre société. Mais je vous rassure, Peter Lynch ne se perd pas dans des modèles compliqués, et puis j'ai fait de mon mieux pour vous synthétiser les plus importants selon moi. Donc voici les 5 principaux. Le premier ratio à contrôler est le Price to Earning, aussi appelé PER pour Price Earning Ratio. C'est le rapport entre le prix de votre action et le bénéfice par action. Ce ratio est en fait un raccourci numérique de la relation entre le cours de l'action et les profits générés par la société. En d'autres termes, si vous achetez une action avec un PER de 2, cela veut dire que le cours vaut 2 fois les bénéfices. Vous récupérez donc votre investissement initial au bout de 2 années de bénéfices. Et si vous achetez une boîte comme Nvidia aujourd'hui, avec un price earning de 60, il vous faudra 60 ans pour récupérer votre investissement initial. Mais en vérité, ce ratio tout seul n'a pas beaucoup d'importance. Il indique simplement s'il y a des investisseurs prêts à parier ou non sur une progression des futurs bénéfices de certaines sociétés. Il est par contre intéressant de comparer le price earning d'une société avec le price earning moyen de son industrie de base. Par exemple, si Monster s'échange aujourd'hui avec un price earning de 40 et que la moyenne du marché des vendeurs de boissons est de 20,
L'action Monster est chère par rapport à ses concurrents. En règle générale, essayez simplement de vous rappeler qu'il vaut mieux éviter les sociétés avec un price earning trop élevé. Par contre, là où le PER est intéressant, c'est qu'il nous permet de calculer ensuite le PEG, qui est le deuxième ratio à contrôler. A l'inverse du PER, le PEG prend en compte la croissance des bénéfices. C'est en fait le ratio entre le PER et le taux de croissance des bénéfices. Prenons l'exemple fictif de la société Ecopoire, pilotée par notre ami Maurice et qui produit et vend des poires de la variété Guyot. Si la société Ecopoire s'échange à un price earning de 6 et que son taux de croissance des bénéfices annuels est de 12%, son PEG sera de 6 divisé par 12 égale à 0,5. Rappelez-vous que si le PEG est inférieur à 1, c'est intéressant, et s'il descend sous les 0,5, on parle d'une vraie opportunité. Vient ensuite l'endettement. Alors s'il y a bien une chose qui précipite la chute des entreprises en bourse, c'est un endettement mal maîtrisé. Et Peter Lynch insiste beaucoup là-dessus. Une société peut survivre à une baisse des ventes, à une mauvaise pub, à une mauvaise gestion. Mais une dette trop lourde, là, c'est souvent fatal. Il faut donc s'assurer que votre entreprise n'est pas trop endettée. Et pour cela, il faut se pencher sur son bilan comptable. Petit rappel express. Un bilan comptable ordinaire a deux côtés. Côté gauche, vous retrouverez les actifs, donc ce que possède l'entreprise. Et côté droit, vous retrouverez les passifs, c'est-à-dire comment c'est financé. Retenez également que c'est une photo à l'instant T de la situation financière de l'entreprise. Pour notre entreprise Ecopoire, dirigée par l'infatigable Maurice, les actifs seraient par exemple le tracteur agricole, l'entrepôt, le verger, le matériel d'emballage, les stocks de poids, les créances supermarchés et puis par exemple les liquidités. Et dans le passif, on y retrouverait par exemple l'emprunt sur 10 ans de 90 000 $ que Maurice a dû faire pour s'acheter son premier tracteur. On y retrouverait ensuite les fonds propres apportés par Maurice pour le lancement de la société Ecopoire, disons 100 000 €. Et enfin, on y retrouverait les bénéfices non distribués de la société, donc par exemple ici 150 000 €. Et donc un moyen rapide pour mesurer la force financière d'une société est de faire le ratio debt to equity, c'est-à-dire le total des dettes divisé par le total des capitaux propres. Et les capitaux propres sont les fonds propres plus les bénéfices non distribués. Un bilan sain aura une dette sur equity inférieure à 75%. Pour le cas de Ecopoire, son debt to equity sera égal à 90 000 €, donc l'emprunt pour le tracteur que Maurice a dû faire, divisé par 100 000 €, qui sont les fonds propres apportés par Maurice, plus 150 000 € qui sont les bénéfices non distribués. Et en multipliant par 100, on tombe au total de 36%. Le bilan de Ecopoire est donc tout à fait sain. Bravo Maurice. Le quatrième élément à contrôler est le cash flow. Une entreprise peut manipuler ses bénéfices comptables, mais elle ne peut pas mentir sur le cash flow qu'elle génère. Il est donc crucial de s'intéresser à cette donnée. Le cash flow, c'est la somme d'argent qu'une société encaisse en faisant des affaires. Il peut être négatif ou positif en fonction des activités de la société. Attention à bien utiliser le cash flow libre, qui est le cash flow qui reste après soustraction des dépenses d'investissement. C'est en fait l'argent que vous avez encaissé et que vous n'avez plus besoin de redépenser par derrière. Reprenons l'exemple de notre société préférée, Ecopoire. Elle cultive, emballe et vend des pommes dans les supermarchés. Elle fait, disons, 1 million de chiffre d'affaires par an. Chaque année, Maurice doit payer ses salariés, ses transporteurs, son engrais, son eau. Tout ça lui coûte 700 000 $ de charges. Son cash flow opérationnel sera donc de 1 million moins 700 000 égale 300 000 $. C'est le carburant de l'entreprise. Mais ensuite, Maurice doit également réaliser des investissements nécessaires pour faire tourner son activité. Par exemple, remplacer un arrosoir, acheter un nouveau tracteur, agrandir le verger. Ces dépenses lui coûtent, disons, 100 000 $ par an. Et en soustrayant à nouveau ces 100 000 $ au cash flow opérationnel, on obtient 300 000 moins 100 000 égale 200 000 $. C'est son cash flow libre. Et retenez qu'un cash flow libre, positif et croissant est un excellent point. Car cela veut dire que l'activité marche vraiment, génère du cash réel, l'entreprise n'a pas besoin d'emprunter pour survivre, et elle peut récompenser ses actionnaires ou bien investir dans son propre développement. Et pour vous assurer de ne pas surpayer une action par rapport au free cash flow qu'elle génère, vous pouvez utiliser le PCF, qui est le Price to Free Cash Flow, c'est-à-dire le prix de l'action divisé par le cash flow libre par action. Et Peter Lynch aimait se fixer le seuil de 10. Dernier point à contrôler, le taux de croissance. Écoutez bien cette partie, car ce qui suit va à l'encontre de l'un des mythes les plus répandus en bourse. Croissance est toujours égale à expansion. Cette affirmation est fausse et pousse de nombreux investisseurs à ignorer des entreprises extrêmement rentables, simplement parce qu'elles ne vendent pas toujours plus de produits à l'unité. Car la croissance des bénéfices peut venir d'ailleurs.
À première vue, difficile d'imaginer qu'une entreprise comme Philip Morris International va continuer de perdurer dans un secteur où le nombre de fumeurs diminue de 2 à 3% par an dans le monde. Et pourtant, Philip Morris International continue d'afficher une progression solide de ses bénéfices. Et comment? Grâce à deux leviers. Le premier, c'est une réduction drastique de ses coûts de production, et le deuxième, c'est sa capacité à augmenter tout simplement les prix de ses paquets de cigarettes. Même logique pour Procter Gamble. Ils n'ont pas forcément vendu plus de rouleaux de papier toilette à l'unité, mais ils ont progressivement transformé le produit. Ajout de stries, texture plus douce, réduction du nombre de feuilles, vendant ainsi un papier plus léger, plus doux. Résultat, une hausse des prix, une réduction du coût de production, une amélioration de la marge et une croissance des bénéfices, sans croissance visible des volumes. Le vrai message ici, cherchez la croissance des bénéfices, mais surtout, comprenez d'où elle vient. Une chose également importante sur le taux de croissance. Mieux vaut acheter 20 fois les bénéfices d'une société avec un taux de croissance de 20% plutôt qu'une entreprise 10 fois les bénéfices à un taux de croissance de 10%. Donc en résumé, la croissance des bénéfices ne vient pas toujours d'une hausse des ventes. Une entreprise peut vendre moins mais gagner plus. Et à PEG équivalent, privilégiez toujours le taux de croissance le plus élevé. Maintenant que vous savez comment observer autour de vous, que vous êtes capable de catégoriser vos actions parmi les 6 types définis par Lynch, que vous maîtrisez également les principaux critères fondamentaux pour faire un bon choix, vient une dernière étape essentielle. La construction et la gestion de votre portefeuille. Avant toute chose, sachez que l'un des pièges les plus fréquents en bourse, c'est de juger votre performance de manière absolue. Peter Lynch rappelle qu'il est absurde de dire qu'un investisseur est bon parce qu'il a fait plus 20% ou mauvais parce qu'il a fait moins 20% sur une année. Tout dépend de ce que le marché de référence a fait en parallèle. Si le S&P 500 perd moins 20% sur une année, mais que vous gagnez, vous, seulement 3%, vous avez largement surperformé. Ah, et au fait, quand vous calculez vos performances, n'oubliez pas d'inclure le coût de vos abonnements à vos outils de suivi, à vos lettres boursières, aux magazines financiers et les commissions prises par votre courtier. Une fois ce premier point compris, il faut déterminer combien de lignes votre portefeuille doit-il contenir. C'est le fameux dilemme. Faut-il mettre ses œufs dans le même panier ou diversifier un maximum parce que le panier peut être troué? Peter Lynch propose une voie intermédiaire. Ne diversifiez que si vous avez de bonnes raisons de le faire. Autrement dit, ne vous diversifiez pas dans 50 titres inconnus juste pour se diversifier. Mais ne mettez pas tout non plus sur un seul cheval, car même le meilleur peut parfois trébucher. L'idée est de posséder autant de lignes que vous avez de bonnes idées d'investissement. Une surdiversification est stupide et c'est le pire démon des petits investisseurs. C'est pour cela que pour des petits portefeuilles, Lynch recommande d'avoir entre 3 et 10 actions, et pour les plus gros portefeuilles, on pourrait même monter jusqu'à 30 actions. Mais ne jamais dépasser le seuil de 30 actions. Une fois que vous avez déterminé le nombre de lignes que vous souhaitez détenir dans votre portefeuille, il vous faut vous poser une autre question essentielle. Dans quelle catégorie d'actions vais-je investir? Pour ce qui est de Peter Lynch, il préférait mettre 30 à 40% dans des valeurs à forte croissance, 10 à 20% dans des valeurs piliers, la même chose dans les valeurs cycliques et le reste dans les sociétés en redressement et à jeu d'actifs. Mais pour ce qui est des particuliers, il n'existe pas de règle figée, car cela dépend beaucoup de votre appétence au risque, de votre expérience et de votre horizon de temps. Mais en règle générale, si vous avez du temps devant vous, disons 10 ans ou plus, alors mieux vaut vous concentrer en priorité sur 2 catégories. Les valeurs piliers pour la stabilité et les valeurs à forte croissance pour le potentiel de performance. Ces 2 catégories forment souvent la base la plus saine et la plus rentable à long terme pour un portefeuille particulier. Une fois que vous avez défini votre nombre de lignes et que vous avez réparti vos actions entre les 6 grandes catégories d'actions, il ne vous reste plus que 2 missions. Premièrement, vérifiez régulièrement que vos entreprises tiennent leurs promesses. Chaque société que vous avez sélectionnée l'a été pour une bonne raison. Un faible endettement, une forte croissance des bénéfices, un avantage concurrentiel clair, un bon cash flow, etc. Mais les choses peuvent évoluer. Et si l'une d'elles commence à s'endetter dangereusement, à voir ses marges chuter ou à s'éloigner de ses fondamentaux, il est peut-être temps de reconsidérer sa place dans votre portefeuille. Un portefeuille doit vivre, mais pas bouger pour rien. Ce qui nous amène donc à notre deuxième mission. Ne rien faire. Oui, vous avez bien entendu, ne rien faire. Retenez cette règle d'or. La performance de votre portefeuille est inversement proportionnelle à la fréquence de vos ordres d'achat et de vente. Autrement dit, moins vous achetez et vendez, mieux c'est pour votre patrimoine. Chaque mouvement inutile coûte du temps, de l'argent et du rendement.
La seule bonne raison d'agir, c'est un changement fondamental de l'entreprise. Sinon, restez investi quelles que soient les circonstances du marché. Parce que parfois, une entreprise peut stagner des années, voire être en moins-value, avant de s'envoler sans prévenir. En résumé, vous ne jouez pas un sprint, vous courez un marathon. Et en bourse, les marathoniens bien préparés finissent souvent devant les sprinteurs impatients. Chers investisseurs, nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. Et j'ai le plaisir de vous dire que vous en savez désormais suffisamment pour commencer à gagner en bourse. Vous savez maintenant observer autour de vous pour dénicher les meilleures opportunités, différencier les 6 catégories d'actions, reconnaître les caractéristiques de l'action parfaite, interpréter les éléments financiers les plus importants et construire et gérer votre portefeuille. Mais attention, cette vidéo n'est qu'un résumé condensé de l'excellent ouvrage de Peter Lynch. Et par souci de concision et de clarté, de nombreux points ont été volontairement laissés de côté. Comme par exemple, quand acheter ou vendre une action selon le type d'action. Ou encore certains ratios comptables plus techniques. Ou même l'avis tranché de Peter Lynch sur les options, les futurs ou les ventes à découvert. Ce que je vous recommande maintenant de faire est simple. Lisez le livre. Plongez-vous dans les mots de Peter Lynch, dans sa vision, dans son expérience, dans son bon sens. C'est la meilleure manière d'ancrer durablement les principes que nous avons abordés aujourd'hui. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, sentez-vous libre d'utiliser le lien en description pour vous procurer le livre. Et si vous voulez continuer à recevoir ce genre de synthèse sur les plus grands investisseurs et leurs stratégies, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et partagez autour de vous si ce contenu peut aider d'autres passionnés comme vous et moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Page et Liberté.